Bonjour. Aujourd'hui, on plonge au cœur d'une réaction immunitaire qui est aussi fascinante que complexe, l'hypersensibilité de type 4. On va la décortiquer ensemble avec une précision quasi universitaire pour bien comprendre pourquoi on l'appelle aussi hypersensibilité retardée. Alors, voilà votre feuille de route. On va suivre une structure très logique, un peu comme dans un cours, pour être sûr de n'oublier aucun détail et d'aborder chaque aspect de manière bien claire et structurée. Bon, pour commencer, il est essentiel de bien situer cette hypersensibilité de type IV. Où est-ce qu'elle se place dans le grand paysage de nos réactions immunitaires? C'est ce qu'on va voir. Ce tableau, c'est un grand classique. Il nous montre très clairement les 4 grands types d'hypersensibilité. Et ce qui saute aux yeux, c'est que les types I, 2 et 3 sont tous liés à des anticorps. Mais notre sujet du jour, le type 4, lui, il fait bande à part. Pourquoi? Parce qu'il est entièrement piloté par les cellules T. C'est ça sa grande spécificité. Le point crucial ici, comme son nom l'indique, c'est le délai. On n'est pas du tout dans une réaction allergique immédiate qui explose en quelques minutes. Non. Là, le processus prend son temps pour se mettre en place. Il est orchestré par des lymphocytes T bien spécifiques. D'ailleurs, c'est un mécanisme qui a été décrit pour la toute première fois par Robert Koch en 1890. Ça ne date pas d'hier. Maintenant, allons un peu plus loin, creusons les mécanismes. Il faut bien comprendre que le type IV, ce n'est pas une seule et même réaction monolithique. Non, c'est plutôt une famille de réactions qui vont impliquer différents acteurs cellulaires et donc avoir des conséquences assez variées. Et ce qui est vraiment intéressant avec ce tableau, c'est qu'il nous décompose justement ce type IV en 4 sous-catégories. On a le type IVA, IVB, IVC et IVD, et chacun est défini par les cellules qui sont en première ligne. Ça va des macrophages pour le type IVA jusqu'aux neutrophiles pour le type IVD. C'est une classification très parlante. Très souvent, en clinique, la manifestation la plus courante, c'est la dermatite de contact. Et le coupable, c'est souvent une toute petite molécule qu'on appelle un aptène. Pensez au nickel dans les bijoux fantaisie ou à certains composants dans des médicaments. Tout seuls, ces aptènes sont totalement inoffensifs pour notre système immunitaire. Alors, la question, c'est comment un si petit aptène peut-il déclencher une réaction aussi massive? Eh bien, ce tableau nous montre 3 hypothèses, 3 modèles qui tentent de l'expliquer. Ça va de la liaison forte, covalente, avec une de nos propres protéines pour créer un nouvel antigène, jusqu'à des interactions beaucoup plus subtiles avec nos récepteurs immunitaires. Pour vraiment saisir toute la subtilité de ce phénomène, il faut le voir comme une pièce de théâtre en 2 actes. D'abord, un premier acte où le système immunitaire apprend, il se forme, et ensuite, un deuxième acte où il réagit. Le premier acte, donc, c'est la sensibilisation. C'est vraiment la phase d'apprentissage. C'est un processus hyper méticuleux qui va préparer, qui va éduquer le système immunitaire. Et ça ne se fait pas en un jour. Attention, ça prend 1 à 2 semaines. Alors, comment ça commence? Tout part de l'aptène qui réussit à pénétrer la peau. Là, il va se lier à des protéines de notre propre corps, des protéines du soi. Et ça crée un nouvel antigène. Cet antigène tout neuf va être immédiatement capturé par des sentinelles spécialisées de notre peau, les cellules de Langerhans. Une fois qu'elles ont capturé l'antigène, ces cellules de Langerhans reçoivent des signaux d'alarme, des signaux inflammatoires. Ça va les faire maturer, elles vont changer de métier en quelque sorte. De captureuses d'antigènes, elles deviennent présentatrices d'antigènes. Et c'est là qu'elles commencent leur grand voyage vers les ganglions lymphatiques. Une fois arrivées dans le ganglion lymphatique, qui est un peu le quartier général de l'immunité, elles vont présenter l'antigène aux lymphocytes T naïfs. C'est une véritable phase d'éducation qui va créer toute une population de lymphocytes T mémoire prêts à réagir si jamais ils recroisent cet antigène un jour. Et nous voilà au deuxième acte, la provocation. C'est le moment où le corps est à nouveau exposé au même aptène. Et là, forcément, le système immunitaire qui a été préparé, qui a gardé ça en mémoire, va lancer une réponse beaucoup plus rapide et surtout beaucoup plus forte. La réaction est quasi immédiate. En quelques minutes, les cellules locales sont activées. En quelques heures, les lymphocytes T mémoire arrivent en renfort sur le site. Et tout ça mène à un pic d'inflammation avec un afflux massif de monocytes et de lymphocytes entre 48 et 72 heures. C'est ça qui crée la lésion visible sur la peau. Pour que tout ça soit bien concret, on va regarder 2 exemples cliniques vraiment classiques qui illustrent parfaitement ces mécanismes, la réaction tuberculinique d'un côté et la formation du granulome de l'autre. Le test cutané à la tuberculine, c'est vraiment un modèle d'école. Cette chronologie, elle est parfaite pour voir la précision de la cascade inflammatoire. Tout commence à 4 heures, avec les premiers signaux, et ça culmine à 48 heures avec une infiltration cellulaire massive et l'apparition du gonflement caractéristique. C'est réglé comme une horloge. Et si on regarde de quoi est composé cet infiltrat, cette bosse, eh bien c'est sans appel. C'est très majoritairement, à 80-90%, des monocytes. Ces monocytes, ils sont recrutés et activés sur place par les lymphocytes T1. C'est cette accumulation massive de cellules qui explique pourquoi la zone devient dure, ce qu'on appelle l'induration. D'accord?
Mais qu'est-ce qui se passe si le déclencheur, ce n'est pas une simple injection qu'on peut éliminer, mais un agent pathogène bien plus coriace, qui persiste à l'intérieur de nos cellules, comme le bacille de la tuberculose? Eh bien là, le corps change de stratégie, il forme un granulome. Un granulome, c'est une structure immunitaire incroyablement organisée. C'est une sorte de forteresse de cellules immunitaires qui tente d'enfermer, d'isoler une menace qu'elle n'arrive pas à éliminer complètement. Parfois, cette stratégie de confinement est un succès. Mais si elle échoue, elle peut malheureusement conduire à des dommages chroniques pour les tissus. D'un point de vue histologique, on en distingue principalement deux types. D'un côté, les granulomes non caséeux, qu'on observe souvent dans des maladies comme la sarcoïdose, et de l'autre, les granulomes caséeux, avec leur centre nécrosé très caractéristique, qui sont vraiment la signature de la tuberculose. Finalement, et c'est le point crucial à retenir, bien comprendre ce mécanisme, ce n'est pas juste de la théorie. C'est absolument vital pour pouvoir diagnostiquer et gérer un très large éventail de maladies chroniques. Et quand on regarde la liste des maladies associées, elle est vraiment impressionnante. Ça va de grandes maladies infectieuses comme la tuberculose et la lèpre, jusqu'à des maladies inflammatoires chroniques comme la maladie de Crohn ou la sarcoïdose. On voit bien que c'est un mécanisme qui est au carrefour de plein de pathologies différentes. Tout ceci nous amène à une question absolument fondamentale. Le même mécanisme cellulaire, piloté par les mêmes cellules T, peut à la fois nous protéger et nous rendre terriblement malades. Alors, qu'est-ce qui fait pencher la balance d'un côté ou de l'autre? Comprendre ça, c'est sans doute l'un des plus grands défis de l'immunologie aujourd'hui.